Salut à vous et bienvenue dans cette émission Conversation que vous êtes, paraît-il, de plus en plus nombreux à regarder et je vous en remercie. J'espère que vous me communiquerez vos remarques sur cette émission. Cette émission, aujourd'hui, nous sommes 21 mai, donc demain, 22 mai, fête nationale. J'espère que vous la célébrerez comme il se doit et que vous honorerez nos ancêtres le matin, par exemple. Et je vous suggère l'après-midi, enfin à partir de midi, d'aller à un déjeuner dansant pour soutenir une association. Elle s'appelle ICAC, cette association. Elle a besoin de fonds, évidemment, et elle vous propose de danser, de venir danser, entendre le tambour, bien sûr. Hein, il nous faut du tambour le 22 mai. Et soutenir cette association en allant à cette manifestation qu'elle vous propose à La Palouza. Je l'ai dit, à partir de midi, c'est au François. Voilà. Alors maintenant, il s'agit pour moi de vous présenter mon invité du jour. En cette journée importante pour nous, j'ai eu envie, j'ai souhaité inviter quelqu'un d'important, un personnage important, quelqu'un dont la vie est consacrée à notre pays, la Martinique. Monsieur Alfred Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission et je remercie tous ceux qui nous écoutent, mais je ne suis pas un personnage important. Un personnage important pour notre histoire, Alfred Marie-Jeanne, que vous le vouliez ou non, vous avez donné une marque et vous continuez à marquer notre histoire. C'est-à-dire que je suis disponible et toujours actif. Mais j'ai occupé, je dois dire, des postes importants et j'occupe encore des postes importants puisque je suis encore député de la Martinique. Mais oui. Mais pour autant, je n'ai pas la gossette et oui. Objectivement, je ne me considère pas comme un homme d'accord, mais permettez-moi de vous considérer, pour moi, comme un personnage important. D'accord? On fait comme ça. Aucun problème. Le 22 mai, je voudrais qu'on y fasse, on ne va évidemment pas faire l'émission sur le 22 mai, mais je voudrais quand même que vous nous rappeliez ce combat, parce que finalement, nous avons une histoire bien particulière qu'il est important pour nous de connaître, d'assumer, de surmonter même, hein, une histoire douloureuse. Et vous faites partie de ceux qui ont décidé d'imposer la date du 22 mai, puisque c'est véritablement la date où nos ancêtres esclaves se sont révoltés et ont dit « ça suffit ». Vous faites partie de ceux qui ont mis ça dans nos têtes. Et pour moi, c'est important parce que nous avons besoin de savoir que nos ancêtres n'étaient pas des larbins, des gens qui pliaient sous le joug et qui acceptaient, mais des gens qui se sont battus pour que ça cesse. Alors d'avance, merci. Merci à vous et à tous ceux qui ont mené ce combat pour le 22 mai. Racontez-nous qui y avait, comment ça s'est passé assez brièvement. Mais je dois vous dire qu'il faut d'abord rendre hommage à un historien martiniquais qui s'appelle Armand Nicolas, oui, qui est encore en vie d'ailleurs. Oui. Honneur à lui. Et à la suite de ses travaux, il faut reconnaître que de plus en plus en Martinique et même ailleurs, on se penche davantage sur cette histoire, notre histoire, mais c'est l'histoire du 22 mai. Imaginez-vous que j'ai été en classe, je ne le savais pas. C'est devenu homme politique que j'ai connu le 22 mai. Et ça m'a profondément marqué. Alors, bien sûr, j'ai participé à quelques joutes oratoires, à quelques décisions. Je vais citer une décision. Lorsque l'ancien président de la République, François Mitterrand, est arrivé au pouvoir, la présidence de la République en mai 1981, s'est posé la question de savoir comment va-t-on mettre en avant l'abolition de l'esclavage. Et il y avait deux camps, je n'ai pas dit deux clans, ceux qui pensaient qu'il fallait seulement privilégier le 27 avril, c'est-à-dire la date de l'abolition du décret, et en France, et puis le 22 mai. Et il y a eu un vrai débat, puisque le conseil régional n'existait pas à l'époque, au conseil général. Je dois dire qu'avec ceux qui étaient de la gauche, le VPM et moi-même, nous n'étions pas majoritaires d'ailleurs, mais vraiment on s'est battu, mais dans le bon sens du terme, pour faire en sorte que ce soit le 22 mai qui soit retenu. Et par la suite,
les syndicats ont continué le combat. Le 22 mai est devenu férié, chômé. Donc c'est quand même une date importante pour nous-mêmes, pour nous réconcilier entre nous-mêmes et avec notre histoire. La date vraiment de l'insurrection des esclaves, enfin de la révolte. Parce donc, que beaucoup... qui était avec vous dans ce combat quel personnage? Eh bien, il y a des types très importants. Il y a eu Daniel Marie-Sainte, là aussi, oui. Qui il y a eu, comment il s'appelle, Loulou Pulvar, ça veut dire celui qui était syndicaliste également. Il y a eu Michalon, il y a eu tous ceux que l'on connaît, et qui ont défilé dans les rues de Fort-de-France. Et j'allais presque dire, en mettant ça entre guillemets, pour imposer le 22 mai, concrètement, au chef d'entreprise. Il paraît que on faisait fermer, les boutiques qui étaient ouvertes. Mais ça, c'est de l'histoire. C'est pas là. Et je dois dire, nous avons été le seul parti à avoir été condamné devant les tribunaux, puisque Marc Pellevat avait cogné un petit peu un chef d'entreprise avec son haut-parleur. Et on nous a traduits devant les tribunaux. Mais ça, si vous voulez, ce sont les aléas d'une avancée, à mon avis, très importante. Donc, hommage à tout cela. Alfred Marie-Jeanne, j'ai envie de savoir comment vous avez cheminé intellectuellement pour en arriver à considérer que l'indépendance était la solution pour la Martinique. Au départ, est-ce que vous étiez politisé quand vous étiez adolescent, par exemple? Très intéressé par la politique. Oui. Très, très intéressé. Et je vais rendre un hommage un petit peu à un vieil oncle qui est déjà mort, il s'appelait Honorius, Marie-Jeanne, et qui était un turbulent. Il était peut-être communiste, mais pas affilié forcément au Parti communiste. Et il recevait quotidiennement, enfin, hebdomadairement, le journal Justice. Je lisais ça, il était gosse, et des fois on discutait ensemble. Et souvent, j'allais, même si je ne comprenais pas grand-chose, j'allais écouter les conférences des maires, des gens qui étaient candidats à la députation, etc. Donc très tôt, ça m'a intéressé, parce que j'ai voulu, à un moment donné de ma vie, j'ai dit, mais il fallait bien que je travaille à l'école, que j'ai un diplôme quelconque, pour me mettre au service de ma ville, qui est la Rivière-Pilote. Chemin faisant, j'y ai pris goût, et puis disons que le sort a voulu que je sois arrivé à des postes bien importants. Donc ce sont les idées communistes du Parti communiste que vous ont amené, le Parti communiste qui, lui, est autonomiste, il n'est pas indépendantiste. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pensé, vous, plus à l'indépendance qu'à l'autonomie? Je n'étais pas pour autant affilié au Parti communiste. J'ai dit que le Parti communiste était particulièrement prépondérant à l'époque. Césaire lui-même était communiste, même s'il a laissé le Parti communiste après coup. Et puis à l'époque, qui n'était pas communiste, pas forcément à caractère, mais qui n'était pas communiste dans la pensée, dans la façon de changer, de vouloir changer à un moment donné, dans le désir d'un changement contre les injustices, les féodalités. Donc ce sont des idées qui m'ont toujours imprégné et que par conséquent, je ne renie pas cela. Par contre, chemin faisant, j'ai eu l'impression que l'on tournait en rond. Je n'ai pas trouvé dans ces partis-là, comment dirais-je, ce à quoi j'aspirais. Donc, sans vouloir bifurquer, j'ai pensé qu'il fallait mettre au goût du jour l'indépendance. Pas l'imposer. Mais c'est un droit reconnu à tous les peuples du monde entier. De deux choses l'une. Ou bien on ne considère pas que nous sommes un peuple, à composantes variées, oui. Composantes européennes, composantes africaines, composantes indiennes, et j'en passe. Et qu'à partir du moment qu'on est un peuple, qu'on est une nation, on peut aspirer, ce peuple peut aspirer à un moment donné à l'indépendance. Ce droit est reconnu au niveau international et même à l'ONU. Donc pourquoi, comment dirais-je, je vais employer un mot un peu dur, se castrer de cela?
Pourquoi créer une castration? Pourquoi ne pas laisser cette possibilité-là? Même si ça ne se réalise pas dans un temps immédiat. Est-ce que ça n'est pas parce que le peuple martiniquais ne s'en sent pas capable? Je pense que le peuple martiniquais est plutôt intimidé, plutôt effrayé, parce qu'il ne faut pas oublier que certains partis politiques, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, se renient et passent leur temps à effrayer les gens. Oui, mais on voit par exemple que quand je disais ça dans l'émission Lionnage récemment, lorsque François Mitterrand était supposé arriver au pouvoir, et on agitait cet épouvantail, attention, c'est l'indépendance, etc. C'est l'indépendance. Il a été élu, il n'y a pas eu d'indépendance. Et puis en plus, quand on allait perdre les allocations familiales, etc., Oui, etc., il y a toujours, à un moment donné, les réactionnaires, il faut les appeler comme ceci, trouvent des arguments éculés pour faire reculer le peuple. Oui, mais moi, je pense que c'est un état de conscience. Moi, je crois que c'est parce qu'on n'est pas pédagogue suffisamment, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment expliqué au peuple, il faut continuer sans cesse. Mais par contre, je suis fondamentalement respectueux de la volonté populaire et qu'aujourd'hui, je peux dire, c'est grâce au combat acharné que nous avons mené, les patriotes martiniquais, contrairement à ce que l'on peut penser, pour obtenir, pour faire un pas en avant, qui est la mise en place de l'Assemblée unique, que d'autres veulent encore retarder. Ceci est une autre histoire. On ne va pas entrer dans ce genre de considérations parce que alors là, on n'en finirait pas. Nous n'avons qu'une heure d'émission déjà bien entamée. Puis j'en voulais juste un petit mot pour terminer sur cette histoire. J'ai toujours considéré que l'histoire, c'est pas du passéisme. C'est pas un retour sur le passé, sur ce qui a dépassé. C'est d'abord un retour sur ce qui s'est passé, c'est vrai. Mais c'est pour mieux expliquer le présent. C'est ce qui nous construit. Voilà. Et puis, avoir une vision pour l'avenir. C'est ce que je vais faire au moins. C'est pourquoi, sans être historien moi-même, j'ai un faible pour l'histoire. Justement, vous me tendez une perche. Comment vous le voyez, l'avenir de la Martinique? Quel projet avez-vous? Quelle perspective et qu'est-ce que vous ambitionnez pour notre pays? Par définition, je ne suis pas pessimiste. Mais je dois reconnaître que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps difficultueux. Lorsqu'on regarde ce qui se fait à l'extérieur de ce pays, comment des dictatures sont remises en cause, c'est quand même quelque chose de positif globalement pour la démocratie. Et tout pas en avant à l'extérieur de la Martinique est aussi un pas en avant pour la Martinique. C'est comme ça que je conçois les choses. Et deuxièmement, quand je jette un coup d'œil sur la Martinique par les temps que nous vivons là actuellement, des temps de reniement, comme je le disais, des temps de corruption, ça me fait frémir. J'ai l'impression que notre pays et notre société est devenue de plus en plus corruptible. Il y a suffisamment de faits pour ne pas insister. C'est pourquoi, sans être un puriste, sans être un dur et pur, je pense qu'il faut continuer à expliquer aux gens le bien fondé de l'histoire, le bien fondé de la revendication politique, le bien fondé de la démocratie. Est-ce que ma question était, quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions pour le pays? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme priorité dans les combats à mener ici? De toute façon, c'est un problème du développement de ce pays. Mais pour développer ce pays, il faut, comme je l'avais déjà dit plus d'une fois, avoir un pouvoir pour pouvoir. Mais pas un pouvoir pour le pouvoir, comme on le constate actuellement. Je l'avais dit sans idéologie, sans doctrine fondamentale. C'est-à-dire paraître. Je crois que, ne voulant pas parler particulièrement de moi-même, en tant qu'ancien président du Conseil régional de Martinique, en cette matière, j'ai beaucoup initié. J'ai essayé aussi de beaucoup rapprocher les différentes composantes de notre pays. Je suis intervenu énormément de fois pour régler des problèmes de friction entre, disons, les patrons et les syndicats.
disons, les travailleurs. Et que par conséquent, c'était une manière non pas de brimer, comment dire, d'empêcher à la démocratie de s'exprimer, mais c'était une manière d'éviter qu'il y ait des violences trop gratuites dans ce pays. Tout le monde se souvient en particulier de mon implication lors de la grève de février-mars 2009. Ça m'a même procuré, entre guillemets, des désagréments, puisqu'à un moment, je me suis levé, je suis parti. Parce que je jugeais qu'à un moment donné, bon, il fallait quand même s'arrêter, reprendre, mais non pas continuer indéfiniment, au risque de tout perdre. Mais je suis intervenu également au Conseil régional parce que j'avais un programme. Un patriote a toujours un programme. Heureusement, c'est préférable. Ce sont les autres qui sont les assimilationnistes qui n'ont pas de programme. Parce qu'être assimilationniste, c'est accepter ce qu'on vous offre, ce qu'on vous donne. Moi, je pense qu'il faut avoir un programme de développement et j'ai essayé, à travers un plan que tout le monde connaît, qui est le schéma martiniquais de développement économique. On peut critiquer ce schéma-là. On peut dire qu'il faut l'amender, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas été discuté, qu'il n'a pas été élaboré avec le peuple martiniquais tout entier, à travers, comme je le répète souvent, toutes ses composantes. Nous avons fait des centaines et des centaines de réunions, de consultations, avec les associations, avec les politiques, avec les maires. Ils oublient ça. Seulement à l'époque, je n'avais pas, comme on le fait à présent, de télé, ni de radio, ni de journalistes qui me suivaient pas à pas. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité parce que... C'est un constat. C'est un constat. Oui. Mais je l'ai fait plus d'une fois. J'ai parcouru la Martinique plus d'une fois. J'ai pris la parole des centaines de fois. Donc on a essayé de faire en sorte que ça soit élaboré par des experts martiniquais. Et en plus, ça a été adopté. Ça a été soumis en plénière, en congrès, avec les élus du Conseil général et du Conseil régional, et ça a été adopté, vous m'entendez bien, à l'unanimité. Alors lorsqu'aujourd'hui, on se complaît à dire que rien n'a été fait, je trouve ça véritablement méprisant et méprisable. Je pense qu'il y a un document qui existe, il y a des programmes qui avaient été établis, qu'on améliore cela, il n'y a aucun problème. Mais de là à dire que rien n'a été fait, je crois que c'est quand même franchir le Rubicon. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. On connaît l'histoire. J'ai eu l'occasion, dans l'émission Lianage que je fais le lundi matin, de recevoir Aude Goussard, une jeune militante que je salue d'ailleurs au passage, une jeune militante du MIM, du mouvement indépendantiste martiniquais, pleine d'énergie et de volonté. Et vraiment, et ils sont nombreux comme ça au MIM, ces jeunes. Il y en a pas mal. Et permettez-moi de saluer Aude. J'ai dû même un petit peu, je ne vais pas fâcher contre moi, je ne vais pas dire la dompter, la cadrer, la calmer un petit peu. Parce que vraiment, quand elle a beaucoup d'enthousiasme, je vais même plus loin, c'est une confidence. Beaucoup de partis politiques ont pris contact avec elle, et y compris, je ne vais pas les nommer, pour essayer de la débaucher. Donc, elle est venue me voir, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, parce que entrer au MIM, on n'entre pas comme ça au MIM, tu entres, et si tu veux partir, tu t'en vas. Ah non, donc, je ferme. Donc, par conséquent, à travers elle, elle a fait un travail énorme au niveau des jeunes, même si, des fois, qui n'est pas un petit peu contesté par les uns et les autres. Mais vraiment, je crois que c'est pas une recrue, elle est venue volontairement, et j'aurais souhaité qu'il y en ait davantage comme elle. Si vous voulez, c'est la relève qui est déjà en marche. En tout cas, oui, bien sûr, évidemment, c'est ça qui est beau. J'espère que beaucoup la rejoindront, suivront son modèle. Elle n'est pas la seule dans le cas. Ce sont des jeunes dont on voit qu'ils ont des ambitions pour leur pays et ça fait chaud au cœur. Lorsque j'ai eu l'occasion de l'inviter dans cette émission Lianage, les téléspectateurs, les auditeurs, toutes les personnes qui le souhaitent appellent et interviennent. Et il y a un téléspectateur qui a appelé pour dire « Mais les hommes politiques en Martinique n'ont aucun pouvoir ». Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, on l'a effleuré. Moi, je me bats pour que la Martinique ait un pouvoir. Le fait de revenir à la question que j'ai évoquée tout à l'heure, la mise en place de l'Assemblée unique, c'est une réforme administrative qui nous permet peut-être
d'avoir un peu plus de cohérence. Mais on n'a pas de pouvoir nouveau. Parce que cette assemblée... Il y en a quand même des pouvoirs, ou pas? Moi, je préfère dire qu'on a des compétences. Pas la même chose, il y a un degré entre les deux. Et que cette assemblée unique, ce n'est pas une révolution. C'est peut-être une évolution. Mais avec la somme, l'intégrale des compétences existantes déjà aussi bien au Conseil général qu'au Conseil régional, on regroupe tout ça, disons, pour plus d'efficacité, de cohérence et de transparence. Voilà. Mais je pense que par les temps qui courent, il faut qu'en Martinique soit domicilié un pouvoir qui est resté prisonnier en France. Moi, je pense qu'il faut rapatrier ce pouvoir. C'est pourquoi, même si je suis pour une indépendance à venir, cette perspective, j'avais toujours dit, et ce n'est pas le PPM et les autres, le Parti communiste qui pourrait me démentir à ce niveau, puisque vous êtes pour l'autonomie, pourquoi à un moment donné, vous n'avez pas, et c'est vrai, pris contact avec un chef, un président de la République, pour leur dire, mais enfin, consultez le peuple à un moment donné. Césaire, que je respecte, qui est entendu au Panthéon, salon sa mémoire. À aucun moment, on n'a pas senti ce désir-là, comme si nous avions une peur de nous-mêmes, comme vous me disiez. Or, je crois que lorsque Césaire a eu un collègue, un ami et frère, en la personne de François Mitterrand, arrivé en président de la République, resté 2 fois 7 ans, 14 ans, et n'a pas essayé de faire évoluer cette situation, c'est pas un reproche, je dis qu'on a perdu du temps. 28 ans et 14 ans sont passés, je pensais qu'on aurait pu avoir cette autonomie. Ou tout au moins consulter le peuple, on n'a pas voulu, on a préféré décréter le moratoire, et de moratoire en moratoire, on recule. Donc j'ai voulu quand même, sans renier mes prédécesseurs, sans me comparer à eux, mais revivifier les choses et faire en sorte qu'on avance, qu'on fasse un pas en avant, quitte à ce que si je n'ai pas le temps de mettre l'autonomie en place, les autres le feront. Mais j'ai toujours milité, le reproche que j'ai fait à ces gens-là, j'étais prêt à faire alliance avec eux, je leur ai toujours dit ça, faisons un pas en avant. Ils ont reculé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, c'est une faute politique, à mon humble avis, pour l'histoire. Alfred Marie-Jeanne, la France serait-elle d'accord pour nous laisser prendre nos responsabilités? Oui et non. Oui et non. De plus en plus, et c'est ça le drame, c'est ça l'énigme. La France voudrait bien se débarrasser de nous parce qu'il y a des difficultés. Il y a un proverbe qui dit « il faut s'attendre à canari belle-mère, il y a là quand même faim ». C'est pourquoi, à mon avis, il ne faut pas se désengager. Mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut coopérer du moins avec la France, il n'y a aucun problème à ce niveau. Il faut coopérer avec l'Europe, il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi coopérer avec notre milieu naturel qui est la Caraïbe. Oui, mais ce continent, et en réalité, ce n'est pas le chemin qu'on était en train de prendre. Ma question m'importe, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que véritablement la France accepterait que nous prenions le large, que nous nous mettions à décider pour nous-mêmes? Est-ce qu'elle accepterait ou est-ce qu'elle ne ferait pas en sorte que les réactionnaires soient plus puissants de manière à ce que nous ne coupions pas le cordon ombilical? Alors je dois rappeler que l'autonomie, pour l'instant, que j'avais réclamée, puisque c'est moi-même qui avais proposé la question sur l'article 74, ce n'est pas une séparation. Mais au moins c'est la domiciliation d'un certain nombre de possibilités, donc de pouvoir, pour faire un peu mieux les choses. En main domaine, que ce soit pour le développement, que ce soit pour l'écologie, etc. Bon, tout dépend de la France. Je répète, nous dépendons trop de la France. Je n'ai pas dit qu'il faut rompre pour l'instant, et même pour l'indépendance. Un jour, l'indépendance, c'est quoi en réalité? Quand on regarde bien, c'est un philosophe. C'est la possibilité pour chaque peuple d'établir cette coopération avec le monde entier. Donc il ne s'agit pas de rejeter
toute coopération avec la France, de rogner la France. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de pouvoir travailler avec la France, avec l'Europe, avec tout le monde, avec le monde entier. Aucun pays n'est indépendant. C'est ça que je veux faire comprendre. Voilà, aucun ça, pays. On fait partie du monde. Ce n'est pas une revendication, ce n'est pas une revendication pour vivre en autarcie. Voilà. Et j'ai l'habitude de prendre une image. Ce n'est pas une manière de vivre comme une limace qui se recroquevillerait dans sa coquille. Ce n'est pas ça. C'est simplement élargir toutes les possibilités, le champ des possibilités pour la Martinique. Voilà. Le champ des possibilités, justement, des priorités, choisir nous-mêmes nos priorités. Nous avons 40 000 chômeurs en Martinique, c'est un chiffre impressionnant. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un drame. Vraiment, c'est un drame. Mais le chômage, il n'est pas seulement en Martinique, je vais y revenir, mais c'est dans le monde entier, y compris en France. C'est un problème peut-être très difficile à résoudre. Mais je pense qu'en Martinique, lorsque je suis arrivé, effectivement, on a cherché, on a réfléchi avec les spécialistes comment essayer de résoudre ce problème. Résoudre ce problème, à mon humble avis, ce n'est pas simplement donner de l'argent aux gens, seulement. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi j'ai développé énormément, contrairement à la formation professionnelle. Alors on me dira qu'on a formé, puis ça ne débouche pas forcément sur un travail. Attendons. Lorsque je suis arrivé à la région, et bien avant mon arrivée à la région, j'entendais souvent les patrons dire, et ça me fait encore frémir, ça me donne la chair de poule, que nous n'étions pas suffisamment formés. Donc, automatiquement, j'ai appuyé sur l'accélérateur de la formation. Et le budget de la région consacrait, vous savez, pour l'éducation, ça, plus d'une tiers était consacré à ces opérations. C'est Mme Francine Carius qui s'occupait très bien de cela. Hein. Il y a eu Francine Carius, il y a eu également Daniel Marie Saint-Pix. Avec, bien sûr, des fonds européens également. Donc, on a fait beaucoup. On n'a peut-être pas fait suffisamment, mais on a fait beaucoup. En main domaine. Est-ce que ça a Et actuellement, on nous dit que les gens sont trop formés. Alors, je ne comprends pas les mêmes patrons. Au point qu'on a des difficultés. Il y a des gens qui sont diplômés. Le Pôle emploi, que je n'accuse pas, dit mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez chercher du travail ailleurs. Alors on forme des Martiniquais, on forme des gens, au lieu de les employer, mais moi je dis, sans faire du racisme à rebours, dans ce pays difficultueux, il faut donner la possibilité à ceux qui sont les diplômés de travail. Il y a même des gens qui sont diplômés qui acceptent de toucher un salaire inférieur à leur diplôme pour essayer de travailler. Moi, je crois qu'il faut passer par ça. Il faut faire de notre mieux. Maintenant, ça n'empêche que les gens puissent chercher labeur ailleurs, hors de ce pays. Mais Alfred Marie-Jeanne, travailler, mais dans quel secteur, dans quel domaine? Qu'est-ce qui, ici, devrait être exploité et qu'on se concentre un peu dessus? Est-ce que ce n'est pas l'agriculture et le moyen que le pays puisse nourrir ses enfants? Il ne faut pas abandonner l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, je ne pense pas uniquement à la banane. Je ne pense pas à la canne qui est moribonde. Mais je pense qu'il faut diversifier. Il y a toutes les cultures vivrières et maraîchères. Parce que, regardez l'importation. Nous passons notre temps à importer. Nous sommes devenus tellement importateurs, nous importons la violence. Nous importons la drogue. J'ouvre une parenthèse un peu difficile, mais nous importons, nous passons notre temps à importer. Je pense qu'il faut, à ce niveau-là, remercier les agriculteurs. Il faut diversifier énormément au maximum. Il faut également développer encore davantage le petit élevage. Il faut le faire. Bon, je sais qu'on va me dire que ça a un coût, qu'on ne sera pas compétitif. Eh bien, si on n'est jamais compétitif, je répète, il faut pouvoir développer cela. L'agriculture, il faut que ça puisse nourrir les Martiniquais. Bien sûr. Deuxièmement, il faut transformer cette agriculture. Quand je dis transformer, cela veut dire que les produits ajouter une valeur ajoutée supplémentaire. C'est d'ailleurs pourquoi, pendant que j'étais président, nous avons créé le PARM, PARM, le pôle agroalimentaire régional de la Martinique, où l'on pouvait apprêter des mets. Et nous avons créé
une association dans laquelle on trouvait de tous les planteurs, de telle sorte qu'on puisse porter un plus, valoriser notre production. Bon, ben, c'est là, il faut continuer à fructifier, faire fructifier cela. Et puis, au-delà de l'agriculture, je pense qu'il y a la pêche. La pêche, écoutez, il faut faire un effort, continuer à le faire. Nous l'avons fait à un moment donné, en mettant ce qu'on appelle des DCP, des dispositifs concentrationnels de poissons. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle habituellement un bois qui permet aux poissons de passage de venir s'abriter et puis pêcher. Il faut continuer à le faire. Au moment où je vous parle, et à l'époque, la pêche avait baissé dans ce pays. Le niveau est remonté au point qu'actuellement, les derniers chiffres, nous couvrons par la production locale environ entre 50 et 60%. C'était beaucoup plus bas. Même nos eaux sont polluées par la pêche. Nous allons revenir là-dessus. J'étais en train d'expliquer les domaines que l'on pourrait développer. Et puis enfin, il y a le tourisme, de toute façon, dont on parle énormément. Donc il faut choisir des créneaux porteurs à ce niveau-là. Mais par exemple, juste un exemple, quelqu'un me parlait, j'achète des gros sacs d'engrais parce que j'essaye de faire mon petit jardin créole moi-même, et j'achète des sacs d'engrais chez les commerçants, et on me faisait remarquer que cet engrais est fait avec des matières fécales qui viennent de France et que nous en avons tout autant ici, puisque nous sommes des êtres humains, il y a des bovins et qu'on pourrait très bien fabriquer ça nous-mêmes et que ce soit un produit qui soit martiniquais. Mais effectivement, on peut le faire et nous avons eu l'occasion d'aider 2 ou 3 promoteurs qui s'étaient vexés dans la fabrication de... Alors, oui. Pourtant, j'ai cherché un engrais martiniquais. On a fait cela et puis... Je ne vais pas les nommer, mais ils ont fait, mais comme on dit, c'est assez difficile de s'implanter parce que c'est plus facile d'importer. Ouais. Mais en réalité, nous avons aidé des gens à ce niveau-là. C'est plus facile d'importer, mais c'est plus cher et en plus, ça ne te va pas dans les poches des Martiniquais. Donc, non, mais il faut... Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire qu'on se mette vraiment sérieusement à réfléchir à tout ce dont nous avons besoin et comment nous pourrions le produire nous-mêmes? Vous savez, la contradiction que nous avons à résoudre, c'est de faire en sorte que ceux qui importent comprennent qu'il faut importer, mais il faut aussi développer ce pays. Ce n'est pas nouveau ce que nous disons. Il y a des gens qui préfèrent faire uniquement de l'importation, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de prendre le créneau hors de l'importation et qui essaie de travailler, de développer dans ce pays, dans certains secteurs, il se heurte à ce lobby d'importation. Donc, tant que ceux qui sont en place ici, qui ont les moyens, ne comprennent pas qu'eux aussi doivent développer ce pays, ben on sera peut-être un petit peu les derniers de la classe. Donc moi, c'est un appel que j'ai toujours lancé, que je répète. D'ailleurs, vous avez vu les différentes grèves qu'on a eues. Ben, on réclame qu'il y ait un développement de ce pays qui profite au maximum de Martiniquais, toutes tendances, toutes couleurs confondues, pour qu'il n'y ait pas de discrimination particulière. Il doit y avoir une télépathie entre nous parce que vous me passez le témoin pour que je vous pose la question suivante que je voulais vous poser. Parler du racisme des indépendantistes. Alors voilà, ça c'est le grand mot. On entend dire régulièrement les indépendantistes, quels qu'ils soient, du MIM ou d'ailleurs, sont des racistes. Ils n'aiment pas les blancs, ils veulent chasser les blancs, etc. Alors j'ai envie que vous fassiez un point là-dessus. Je voulais vous dire, ceux qui le disent, ce sont les plus racistes. C'est possible. Il y a beaucoup de gens ici qui s'enveloppent dans le drapeau français, mais qui sont les plus racistes au monde. Simplement, ils plaident pour leur ils plaident pour les intérêts propres. Je ne suis pas raciste. Est-ce que vous êtes raciste, Alfred Barija? Jamais. Il ne fallait même pas me poser cette question. C'est une insulte à la limite. Voilà. Je répète, je l'ai toujours dit et j'ai expliqué. Et je répète ce que j'ai toujours expliqué. Le peuple martiniquais est un peuple qui résulte d'une grande gêne, d'une grande souffrance. Et que ce peuple-là est formé de plusieurs composantes. Et que par conséquent, il faut que ces composantes ne s'érigent pas en communauté, barricadées dans derrière leur blanchitude, leur négritude, leur chinitude, que sais-je encore, leur coolitude, leur indianité. Je fais exprès pour le dire. Nous sommes tout ça à la fois, et que par conséquent, c'est une richesse pour nous. Et qu'il faut, comment dire, casser, briser ces barrières qui nous séparent. Donc, quand on dit ça, je crois qu'on montre
qu'on n'est surtout pas raciste. Ouais. Pas Mais possible. bon, c'est comme c'est. D'ailleurs, je rappelle, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a quand même, quelques béquets qui ne sont pas fortunés. Je dis béquets pour que l'on comprenne, de composantes, n'en parlons pas béquets puisqu'on peut dire que c'est péjoratif, mais c'est pourquoi les gens comprennent bien. Il y a des gens de la composante européenne qui votent pour nous et qui n'ont pas peur de le dire. À la fois des descendants des colons, mais à la fois des gens qui sont venus ici. Ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et c'est justement parce que les autres qui ont insinué le problème du racisme qu'ils pensent que c'est nous qui allons les mettre dehors. Je rappelle, ça va vous choquer peut-être, mais c'est bien Camille Darcière, paix à son âme, il a été mon avocat, c'est lui à un moment donné qui a dit amis français, faites votre valise avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas moi. Alors attention. Je dis mais c'est le PPM. À la personne de monsieur, c'est écrit, donc par conséquent, ça c'était une déclaration raciste. Moi, je n'ai jamais fait de telles déclarations et que je ne pouvais pas en faire. Donc, il ne faut pas mélanger les gens. Je répète, le racisme est un fléau et que par conséquent, nous qui avons milité pour dénoncer le crime contre l'humanité qui était l'esclavage, qui était la traite des nègres, tout ça, et que nous sommes arrivés, nous avons participé, avec Taubira d'ailleurs, pour que ça soit reconnu comme crime contre l'humanité, je ne vois pas comment on pourrait nous taxer de racisme. Donc voilà le label. D'autant plus qu'il s'agit de... Le racisme, c'est une idéologie qui prône la supériorité d'une race sur une autre ou sur d'autres. Donc voilà. À votre avis, Alfred Marie-Jeanne, qui est martiniquais? Tous ceux qui le veulent bien. C'est un raccourci, tous ceux qui le veulent bien. Il y a des gens qui sont entrés ici, qui sont plus martiniquais que ceux qui étaient là de souche. Donc c'est pourquoi je dis tous ceux qui le veulent bien. Et tous ceux qui veulent travailler pour le bien commun, faire avancer ce pays. Moi c'est une question de conscience, c'est tout. On aime un pays, on le défend. Oui. Et que par conséquent, on le développe quand on a les moyens. Et c'est ça. Même s'il y a, et il y aura toujours ça, des contradictions entre nous. Dans quel peuple il n'y a pas de contradiction? Dites-moi. Ça existera toujours, mais il ne faut pas que ce soit des contradictions au niveau de la race. Moi, je me passe ce terme, je le dis très objectivement. Je crois que nous avons subi l'esclavage, mais un esclavage racialisé. C'est ça que je veux faire comprendre. Généralement, quand on regarde ce qui s'est fait dans l'Antiquité, il y avait peut-être de l'esclavage, mais c'était des esclaves entre des tribus proches, entre des populations relativement proches. Mais nous, nous avons subi un truc déshumanisant, racialisé, méprisant, ce qui fait qu'il y a encore des traces. Je pense qu'on ne peut pas avoir une réparation au niveau matériel, mais la réparation vient du fait que l'on se mette ensemble, quelles que soient nos contradictions, pour faire avancer ce pays, parce qu'il en a bien besoin. De toute façon, ce sont des choses qui se discutent encore. Il y a beaucoup de choses qu'il faut encore discuter. Il faut un débat d'idées, des échanges. Parce que les réparations, on peut comprendre et on peut adhérer à cette idée si elle est bien expliquée. Alfred Marie-Jeanne, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller à une foire à Dillon, ces foires qu'il y a. Et à un moment où j'étais là, près d'un stand, et je vous ai vu arriver tout seul. Je vous ai vu arriver au fur et à mesure. J'ai vu les gens converger vers vous, à tel point que moi-même d'ailleurs aussi, à tel point, venir vous serrer la main, venir avoir envie de vous dire quelque chose. Et vous qui étiez arrivé tout seul, je vous ai vu au loin tout seul, au fur et à mesure, vous étiez environné d'un tas de gens qui venaient vous parler. Quand vous êtes arrivé ici à KMT pour enregistrer cette émission, vous êtes arrivé avant moi, alors que j'étais déjà en avance, et j'ai vu que vous êtes allé saluer tous les gens qui travaillent ici, etc. Vous êtes très proche du peuple, et le peuple le sent, le comprend, et vous aime. Hein. Ça m'avait vraiment frappé. C'était la première fois à la foire de Dillon, c'est la première fois que je voyais ça. Vous voir arriver, vous étiez quand même président de la région, député. Ce genre de personnage normalement circule avec des gardes du corps, avec un chauffeur, non, vous arrivez les mains dans les poches, si je puis dire.
Comment vous expliquez ça? C'est votre personnalité? Oui, je suis peut-être trop simple, mais... Trop simple? On n'est jamais trop simple. C'est pas, moi je ne suis pas imbu de ma personne. Je ne suis pas arrogant. Mais cette façon d'aller voir les gens qui travaillent sur un lieu... Parce que j'ai été... Comme j'ai reçu une éducation comme ça. Il ne faut pas oublier que très tôt j'ai eu contact, comme je vous l'ai dit, avec le peuple martiniquais. Et c'est resté. C'est tellement naturel qu'il n'y a pas d'explication à ça. Et puis je crois que on ne peut pas connaître le peuple, avoir besoin du peuple chaque fois qu'il y a une élection. Il faut être toujours à côté de lui. Et les gens reconnaissent effectivement, disons, cette qualité-défaut, si je peux m'exprimer de la sorte. C'est vrai, je suis proche du peuple. Et puis c'est pas ça, j'entame toujours la discussion avec le peuple. Des fois, on m'arrête aussi pour m'invectiver, mais c'est pas grave. Oui, je suis habitué à ça. Ça doit arriver aussi. Mais ça me plaît parce que ça m'interpelle, ça me permet de répondre à un certain nombre de questionnements. Puis ça fait partie de... C'est votre personnalité. Ouais. Je dois dire que même parmi les gens qui ont voté contre moi, qui ont mené campagne contre moi, il y en a beaucoup qui m'appellent, qui prennent contact avec moi. Je ne fais pas de confidence, je vais vous dire qu'à ma permanence, j'ai près de 300 demandes de rendez-vous. Ça m'inquiète parce que je dis, mais... Les gens viennent vous demander quoi? À quoi ça rime? Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est-à-dire dialoguer, parler de la situation comme on fait, me porter des documents, des fois ne pas comprendre pourquoi ils ne sont pas aidés dans certains domaines. Leur faire comprendre aussi que je ne suis pas président, mais je suis quand même disponible. C'est vrai qu'il y a eu une cassure, il y a eu une césure, à mon humble avis, au niveau des intérêts des plus jeunes, au détriment des plus jeunes. Donc par conséquent, les gens le sentent bien. Mais enfin, comme je l'ai dit et je le répète, je ne me suis pas mis dehors. Vous avez Alfred Marie-Jeanne, vous avez des adversaires féroces, des adversaires qui sont capables de dire n'importe quoi pour pouvoir vous dénigrer, vous démolir. Comment vivez-vous ça? Parce que bon, il y a des gens qui vous aiment, mais il y en a qui vraiment se sont acharnés contre vous. S'ils pouvaient me démolir, ils l'auraient déjà fait longtemps. Oui, oui. S'ils pouvaient même payer quelqu'un pour vous assassiner, certains l'auraient déjà fait. Oh, non, je le dis très franchement. Ouais. Et comment vous Il fut un temps, parce que c'est cette méthode-là que je condamne. Je ne condamne pas du tout l'alternance. Et c'est tout à fait naturel pour le renouvellement des idées, mais pour avancer, pas pour reculer. Alors je constate que l'alternance qui s'est opérée, disons à la région, et y compris au Conseil général de Martinique, ça m'effraie. Parce que c'est toujours basé sur le dénigrement, sur le mépris, sur le mensonge, sur les contre-vérités, sur la communication excessive. Ce sont les goûts de la communication. Tout est permis, sans réflexion. Moi, je dis que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Ce n'est pas un beau jour en disant « je vais créer 5000 emplois qu'on va résoudre le problème du chômage ». Ce n'est pas un beau jour, on se lève et puis on va dire « bon, je vais faire une couche de la Transat, qui part de Bénodet arriver en Martinique, que j'approuve, que je n'ai pas critiqué, que l'on va résoudre immédiatement le problème du tourisme ». C'est un travail lent, c'est un travail qui demande du temps et que par conséquent, faites, complétez, innovez, aucun problème, réhabilitez, mais ne croyez pas que ça peut se faire sur une table rase. Ce n'est pas possible. Les fondations ont été faites, construisez, mais vous ne pouvez pas construire sans les fondations qui existent actuellement. Je vous ai parlé tout à l'heure de projets. Quels sont vos projets? Bien, nous sommes actuellement en pleine réflexion au niveau du MIM, des patriotes martiniquais et des sympathisants, pour non pas redéfinir ou recadrer du moins tout ce qui avait déjà été proposé, d'autant que pour les élections à venir, je ne veux pas en parler, bon,
nous avions fait des projets, j'allais dire, globaux pour la Martinique. À l'heure actuelle, peut-être que du fait que